Bienvenue dans le débat de France 24. C'est la deuxième rentrée pour Emmanuel Macron en tant que président de la République ici en France. Et le climat n'est pas vraiment le même que l'année dernière. Malgré la canicule, les nuages s'amoncellent depuis cet été au-dessus de l'Élysée. Coup sur coup, l'affaire Benalla, le ralentissement de la croissance, la stagnation du nombre de chômeurs aussi sont venus assombrir les perspectives pour l'exécutif. Pas question pour autant de lever le pied. C'est le message délivré aujourd'hui au gouvernement autour de la table du Conseil des ministres, le premier de cette rentrée. Écoutez, le porte-parole Benjamin Griveaux résumer le message justement d'un chef de l'État qui s'est fait lyrique pour l'occasion. Le président de la République a conclu le Conseil des ministres en partageant avec nous une citation de Clémenceau. Alors je ne vais pas vous en donner la lettre, mais je vais vous en traduire l'esprit. C'était en 1906 devant le Parlement et Georges Clémenceau rappelait que rien ne devait arrêter le travail du gouvernement dans sa tâche et qu'il fallait que chacun, je cite, sente l'inébranlable résolution de transformer. Voilà, alors quelle rentrée pour Emmanuel Macron et ses ministres. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques-Marie Lossian, député La République En Marche de la 7e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous êtes membre de la commission à défense également de l'Assemblée nationale et de la mission Brexit. Merci d'être avec nous. Face à vous, Alexis Poulain, cofondateur de Monde Moderne et analyste politique. Merci également à vous d'avoir accepté l'invitation. C'est plus dur, Jacques-Marie Lossian, pour la majorité cette année qu'en 2017, cette rentrée. Écoutez, franchement, j'ai pas ce sentiment. D'aucuns évoquent des états d'âme parmi les députés marcheurs. Écoutez, moi, ceux qui connaissent les députés marcheurs sont a priori les députés marcheurs. Donc autour de moi, parmi mes collègues, j'ai pas vu beaucoup d'état d'âme. J'ai surtout vu beaucoup de détermination, le besoin de se reposer un petit peu. Je vous rappelle que j'étais encore à l'Assemblée le 1er août. Nous avons voté 3 lois, asile, immigration, intégration, violences sexuelles et sexistes, et une des plus importantes aussi pour l'avenir, celle sur l'avenir professionnel avec Madame Pénicaud. Et à la rentrée, nous avons un programme qui est à peu près aussi chargé que celui de l'année dernière. Le calendrier est trop ambitieux. On a senti le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, émettre des doutes clairement sur, disons, le volume de travail attendu par les députés, notamment au courant de l'été. Je dirais qu'il y a autre chose. On a tous un débat en ce moment à l'Assemblée sur comment réformer le mode de travail de l'Assemblée. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous avons des commissions, elles sont multipartites. Donc on y réfléchit parce que franchement, par rapport à nos collègues allemands, britanniques, je pense que nous travaillons mal. Donc là, on a un potentiel d'amélioration du travail législatif, à la fois sur les lois, mais aussi tout ce qui est contrôle et tout ce qui est évaluation. Et justement, la réforme constitutionnelle qui a été arrêtée au mois de juillet consistait notamment à renforcer les pouvoirs de l'Assemblée en matière de contrôle, en matière d'évaluation. Est-ce qu'elle aura lieu, cette réforme constitutionnelle? Est-ce que vous pensez, notamment pour la partie justement qui nécessite un changement dans la Constitution, obtenir le soutien des sénateurs, puisque c'est de ça dont il est question? Alors, depuis le début, le gouvernement a voulu respecter une démarche, je dirais, de concertation avec l'ensemble des deux chambres, Sénat et Assemblée nationale, et de faire un bloc, entre guillemets, des 3 lois, loi constitutionnelle, loi organique et loi ordinaire. Donc les 3 vont avancer de concert. La loi constitutionnelle a été interrompue au mois de juillet. La loi ordinaire et la loi organique devraient suivre derrière. On reprendra le débat sur la Constitution dès que l'agenda des réformes, je dirais, structurelles le permettra. Quelque chose a changé, Alexis Poulain, depuis justement la tentative, déjà une première fois, de discuter cette réforme constitutionnelle qui, on s'en souvient, a été suspendue durant l'été pour cause d'affaire Benalla. Oui, effectivement, cette affaire qui était... Alors le débat, c'était affaire d'été ou affaire d'État. Il se trouve que c'est quand même plutôt du côté de l'affaire d'État, puisqu'on a un ministère impliqué et puis l'Élysée au plus haut point. Même si dans l'air tombé aujourd'hui, on peut dire que ça a été plutôt circonscrit à l'été. On en parle plus beaucoup de l'affaire Benalla. Attendez, l'enquête va reprendre au Sénat, même si l'Assemblée a précipité le groupe d'enquête volontairement, ça reprend au Sénat. Mais ce qui a changé, parce que on verra, la justice fera son travail. Ce qui a changé, c'est que la façon d'être maître des horloges et de dire finalement ce temps-là, le pas de charge doit continuer et le temps doit être respecté, c'est plus le cas. Il y a eu un petit bug déjà. Donc, vous le dites, la réforme reprendra une fois qu'on aura mis dans l'ordre un peu tout ce qui est là. Et puis, ce qui a changé aussi, c'est la façon de faire. C'est-à-dire que Benjamin Griveaux annonçait début août qu'il y aura un changement de communication du chef de l'État à la rentrée. Résultat, aujourd'hui, on apprend que Emmanuel Macron va se faire encore plus rare pour se représidentialiser. Enfin, ce qui est un truc classique de la 5e. On va dire que là, on a exactement tout ce qui se passe dans la 5e. Jacques Pilan, quoi. Le côté mi-mandat, préparer les européennes, évidemment. Donc, il va falloir remettre tout ça en marche.
mais ce qui a changé, je pense, c'est la façon dont la parole va être entendue. L'affaire Benalla a fait beaucoup de mal, notamment sur la prise de parole, le mensonge, le parjure, le fait que la parole a été discréditée sur le temps long. Ça restera, je pense, chez les Français. Le fait de dire que maintenant, qu'est-ce qui va être pris pour argent comptant et comment les réformes aussi qui arrivent, qui sont des grosses réformes, qui concernent absolument tout le monde, la santé, la retraite, etc. Comment on va pouvoir faire de la concertation sur cette base-là? On va justement évoquer le contenu des réformes, mais quand on voit effectivement ce qui se profile, réforme notamment des retraites, c'est quand même beaucoup de gouvernements se sont cassés les dents dans le passé sur ces dossiers. Réforme le plan pauvreté avec une réforme des minima sociaux, réforme également de l'assurance chômage. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui a le crédit suffisant pour entamer ces mesures devant les Français? Écoutez, premièrement, comme le soulignent toujours certains, en termes de légitimité, le gouvernement procède sa légitimité du vote de l'Assemblée nationale, et il y a à l'Assemblée nationale, si mes calculs sont exacts, 347 députés de la majorité, République En Marche et Modem. Je ne partage pas du tout votre analyse sur l'affaire de l'été, parce que ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire d'été. Deuxièmement, moi je suis allé en province, j'étais en vacances, j'ai pas mal visité. Pour rien changer à l'Élysée? C'était prévu déjà. Oui. Un, c'était déjà prévu, et deux, ça va être fait. Donc ça, c'est clair en termes d'organisation. Sur la protection du chef de l'État. Pour ce qui est de la communication, on a beaucoup, effectivement, commenté le retard dans le commentaire, le fait que Emmanuel Macron a mis du temps à s'exprimer sur cette affaire. Écoutez, moi, j'étais à l'Assemblée nationale au moment où ça a éclaté. Donc, j'étais en train de siéger au moment où on était en train de réformer la Constitution. Ce que j'ai vu, c'est une alliance de circonstances entre les LR, les Insoumis, les communistes et d'autres qui ont manipulé la Constitution en sortant le règlement 298 rappels au règlement pour mobiliser et faire de l'obstruction parlementaire. Et personne ne regardait ça à la télé, hein, on est d'accord. Donc moi, quand je suis allé en Bretagne... Les auditions dans le cadre des commissions d'enquête ont été énormément suivies. Elles ont même provoqué des records d'audience pour certaines chaînes d'infos. Expliquez-moi ce qu'est un record d'audience, même pour certaines chaînes d'infos. Il n'y avait pas 15 millions de spectateurs. Là, vous confondez les chiffres de la Coupe du Monde et les chiffres d'audience des chaînes en question. Donc, soyons sérieux. Moi, j'étais en vacances là. Pour BFM ou France Info, ça a quand même fait des scores. Tant mieux, mais tant mieux pour BFM, tant mieux pour France Info. Mais quand vous discutez avec les gens, ils disent qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est un micmac. Et puis surtout, beaucoup ont dit on a bien vu l'exploitation démagogique faite par certains. Écoutez, moi j'étais à l'Assemblée quand un député LR nous parlait de barbouze, nous parlait d'emplois fictifs, nous parlait... Eh bien, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. La justice tranchera. On va peut-être quand même parler des dossiers eux-mêmes, parce qu'il y a Il y a autre chose à faire, oui. Ah, oui. Vous parliez de la retraite, par exemple. Alors, non, si vous voulez bien, on va parler d'un mot du plan pauvreté, parce que l'examen était prévu, enfin la présentation du plan était prévue au mois de juillet, puis ça a été reporté à la rentrée. De même, le plan santé avec la réforme de l'hôpital également reporté. Comment vous expliquez ces reports et concrètement, qu'est-ce que l'été a permis de changer d'une certaine manière dans le contenu de ces projets de loi? Alors, d'abord, premièrement, la mise en œuvre de ces plans est prévue pour début janvier 2019. Donc, que vous l'annonciez le 15 juillet ou le 1er septembre, à partir du moment où il faut le mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2019, le fait de prendre un mois de plus pour peut-être affiner un certain nombre de détails ne me choque absolument pas. D'accord? Donc, en plus de ça, Madame Buzyn est sur un ministère Solidarité, Santé, où il y a énormément de travail. Donc, on peut penser qu'il y avait peut-être besoin de certains ajustements, à la fois sur le plan pauvreté et à la fois sur le plan... Du fait des baisses aussi de perspectives de croissance et donc des marges de manœuvre budgétaires, parce que ça va avoir un impact. Pas du tout. On va tailler dans les dépenses sociales, par exemple? Pas du tout. Cette histoire de baisse de marge de manœuvre budgétaire, c'est une fake news. C'est une fake news, complètement fake news. Et je peux vous expliquer pourquoi. C'est toujours la même chose. Enfin, on a toujours des prévisions à 2%, on est à 1,8. Bon, c'est 1,8 au lieu de 2%. Non, classique. Non. Le problème, c'est qu'on met en place une politique sur cette base-là, qu'on commence toujours par ce qui fait mal. Pourquoi pas, les coupes budgétaires en promettant des lendemains qui chantent. Là, on va arriver, enfin, sur le plan pauvreté, excusez-moi, l'idée, c'est de dire il faut responsabiliser les pauvres. OK, qui responsabilise les riches? Personne, jamais. Eux, on leur fait des cadeaux. Le pauvre, eh bien, il doit avoir moins et se débrouiller avec moins. On va faire de la formation, on va faire en sorte de dire tout le monde ne rentre pas dans les ministères sociaux. Il faut rendre le truc lisible, je suis d'accord. Mais dire que le pauvre n'a pas besoin d'argent, c'est une hérésie.
Là, c'est de la manipulation. Simplification ou coupe dans les aides? Non, là, c'est n'importe quoi comme histoire. Je suis désolé, là, vous êtes en train de raconter n'importe quoi. Qu'est-ce qui a été dit? C'est que le paquet serait mis sur l'éducation et la formation. On a entendu que les aides sociales coûtaient un pognon de dingue. On a entendu ça pendant l'été. Non, vous n'avez pas entendu ça. Vous avez entendu une phrase. C'était de la bouche d'Emmanuel Macron. Laissez-moi finir. Une fois de plus, vous êtes en train de couper une phrase et vous la videz de son sens. Que dit le président? On l'a entendu. Non, vous l'avez entendu, mais vous êtes en train de rapporter uniquement le début de la phrase. Oui. Le président dit ça coûte un pognon de dingue. J'aurais peut-être dit différemment, c'est son problème. Mais ça coûte un pognon de dingue quand on voit le résultat que ça donne. Et c'est ça qui est important, c'est la fin de la phrase. C'est-à-dire que depuis 20-30 ans, on dépense énormément d'argent dans les aides sociales. Et quel est le résultat? Ça ne change pas la vie des gens qui ont des difficultés. Regardez le CICE. D'accord. Donc l'idée, c'est pas de dire... On ne dépensera pas moins, mais on dépensera mieux. Exactement, c'est de changer les priorités. On parlait par exemple du budget. On dit il faut faire des rabots. On est en train de vous expliquer que nous ne voulons pas faire de rabots, nous voulons faire des priorités. Et une priorité, ça nécessite des choix. Nous allons les assumer. Et à partir de là, il y aura des résultats pour les gens qui en ont besoin. Arrêtons de distribuer l'argent n'importe comment. Depuis 30 ans, ça ne sert à rien. Les pauvres sont toujours pauvres. Ce qu'on veut faire, c'est que ceux qui sont pauvres sortent de la pauvreté et pas simplement qu'ils touchent des aides. D'accord? Alors, comment vous expliquez le peu de résultats quand vous faites des cadeaux comme le CICE? Certes, c'était pas En Marche, mais c'était inspiré des baisse de charges aux entreprises conditionnées à des créations d'emplois sans qu'il y ait eu d'engagement chiffré d'ailleurs. Exactement, l'exit tax que vous voulez, mais quand vous faites tous ces cadeaux, combien il coûte au final de dire tout ce qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, parce qu'effectivement, c'est anticompétitif, les riches ne veulent plus venir chez nous parce qu'on taxe trop, pourquoi pas. Mais combien ça coûte ça? Et ça, c'est depuis des années. Et il est où le résultat de ces politiques du dégringolement, soi-disant, de dire en permettant la croissance de se libérer? Le ruissellement, c'est pas notre théorie. C'est les premiers de cordée. C'est pas notre théorie. Mais c'est les premiers de cordée. C'est de libérer, flexibiliser le marché du travail, etc. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas plus que de dire il va falloir dépenser à un moment. Si ça marche, parce que dans tous les pays où des politiques ont été mises en place pour favoriser les entreprises, ça marche. Je vous rappelle que seules les entreprises créent des emplois. Donc si vous n'aidez pas les entreprises, vous ne créerez pas d'emplois. Ça va être dans la loi PAC, Je reviens sur les chiffres. Oui. Lorsque nous avons présenté le budget l'année dernière, il y a 3 budgets qui sont présentés au démarrage. C'est le projet de loi de sécurité sociale, le projet de loi de finances 2018 et le projet de loi de finances sur 2018-2022. Oui. Les hypothèses qui ont été prises par le gouvernement à l'époque, c'était 1,7% de croissance sur les années qui suivaient. D'accord? Bon. Et avec cet objectif-là, de croissance sur les 5 années, si vous voulez, à 1,7, pas à 2, 1,7, nous avons un plan pour réduire la dette, pour réduire les prélèvements obligatoires. Vous allez bien ramener le déficit budgétaire à 2,3% du PIB. Vous maintenez cet engagement? Nous maintenons l'engagement que le programme de finances publiques 2018-2022 atteindra les objectifs qui sont les siens, c'est-à-dire baisse de la dette en pourcentage de au moins 5%, baisse de la dépense publique de 3% et baisse des prélèvements obligatoires de 1%. Je vous rappelle que les hypothèses qui sont dans ce plan sont de 1,7% de croissance. Donc même si on fait 1,8%, il y aura des marges de manœuvre. Donc arrêtons de faire peur aux gens en leur expliquant que ça va être l'apocalypse, même si vous savez tous que l'apocalypse n'est pas l'apocalypse. Eh bien, 1,7% de croissance, si on a un 8, on a déjà des marges de manœuvre. Un mot peut-être, et Alexis Poulain reviendra sans doute aussi, sur la réforme des retraites qui passe par la reprise des consultations entre l'État et les partenaires sociaux, tout comme d'ailleurs ce qui concerne les règles de l'assurance chômage, puisque là, évidemment, elle est gérée directement par les partenaires sociaux. Il y a un changement de méthode par rapport à ce qui avait été fait pour la réforme du travail de la SNCF. Le gouvernement veut se donner le temps de négocier, ou bien est-ce qu'on s'apprête déjà à passer éventuellement par décret ? Non, vous parlez de deux choses complètement différentes. La réforme sur le dialogue social, il y a eu une concertation avec les syndicats. Certains ont permis d'ailleurs d'améliorer la loi, et d'autres, comme d'habitude, s'y opposaient. Vous savez de qui je veux parler. Et de la même façon, lorsqu'il y a eu la réforme de la SNCF, vous aviez toujours les mêmes syndicats qui s'opposent à tout et qui s'opposeront toujours à tout. Donc ça, c'est un autre débat. Le problème aujourd'hui, c'est que la réforme de l'assurance chômage, les partenaires sociaux la gèrent. Donc l'UNEDIC, c'est les partenaires sociaux. Donc on ne peut pas faire sans les partenaires sociaux, c'est évident. Vous ne changerez pas le mode de fonctionnement de l'assurance chômage? Pour l'instant, alors c'est d'autres choses, mais pour l'instant, ce sont aux partenaires sociaux de négocier. Pour l'instant? Ah oui.
Alexis Poulain. Oui, parce que le plan initial, c'était quand même de faire un bypass. Mais et il y a eu l'élection de contourner, oui. C'est ça absolument, en disant il faut nationaliser, il faut étatiser la gestion de l'assurance chômage. Donc c'est bien qu'il y ait de la concertation, on verra où ça va aller. Mais là encore, c'est un peu du cafouillage, puisqu'il y avait le Sénat qui travaillait là-dessus, et puis l'Assemblée, les partenaires sociaux. On va arriver encore en disant c'est pas des mesurettes, donc c'est quelque chose d'extrêmement important, où tout le monde doit être d'accord sur ce qui va être mis sur la table. Et là, ça commence déjà en disant mais les entreprises ne veulent pas payer par rapport à ce qui va devoir être payé, etc. Qui indemnise. Et puis on parle toujours de ce truc qui revient tout le temps dans le discours sur la précarité, notamment. Du gouvernement, c'est la responsabilisation, c'est-à-dire sur les entreprises, les congés maladie et des travailleurs, en disant attention sur le congé maladie, attention sur des choses comme ça, en disant mais très bien, mais comment on va réussir à faire que ce système-là soit viable en disant les caisses sont vides, débrouillez-vous? Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est alors de deux choses l'une. Est-ce que vous pensez que la France allait bien il y a un an? Très rapidement, oui. La réponse est non, sinon on n'en serait pas là. Moi, j'aurais pas été élu. C'est toujours le même discours, ça allait moins bien avant nous. On va devoir s'arrêter là, malheureusement, c'est la fin de ce débat. Merci en tout cas à Alexis Poulain et à Jacques-Marie Lossian d'avoir bien voulu revenir donc, sur cette rentrée du gouvernement. On ne manquera pas évidemment d'y revenir avant la présentation, bien sûr, du projet de loi de finances dans un mois. Mais d'ici là, bien sûr, beaucoup de débats seront consacrés à cette question. Restez avec nous.